Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, le dernier rendez-vous de ce... Ah bah non, le premier rendez-vous de ce mois de juillet, j'allais dire le dernier du mois de juin, maintenant on est déjà en juillet, ça commence bien. Oh, il est bien parti. Le premier rendez-vous de ce mois de juillet 2024 avec, on va porter aujourd'hui la gloire sur une équipe qui est souvent pas loin de gagner, mais qui gagne pas. C'est pas les Cowboys de Dallas, non, c'est dans la même conférence toujours, mais c'est pas les Cowboys de Dallas. Ce sont nos chers 49ers de San Francisco, chers à qui, notamment à mon acolyte depuis 1 an maintenant. C'est mon cher Seb. Salut Seb, comment tu vas? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux, et j'ai envie de dire, enfin, on va parler d'un vrai club dans ce podcast. J'ai envie de dire, il était temps, parce que tu nous as imposé d'obscures équipes de la côte Est. Là, il y a quoi, il y a 2 semaines, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je croyais qu'on parlait de football ici, hein. Coucou Yaya, coucou Bertrand, coucou Charles, la bise à la famille. On va parler des 49ers. Effectivement, comme tu le dis, une équipe qui gagne, mais qui gagne pas quand il faut. Et peut-être mon cœur de fan aussi doit-il se dire qu'ils sont peut-être une des équipes les plus décevantes de la ligue au final. Ah, on en reparlera tout à l'heure, évidemment, dans le podcast avec les prédictions pour 2024. Toi qui, je le sais, aime beaucoup lire dans tes boules de cristal, ça va être le moment de nous sortir tes plus belles prédictions, mon cher Seb. On en reparlera tout à l'heure. Et avec nous aussi, vous en avez l'habitude, un invité, celui qui tient le compte 49ers France. D'habitude, on invite 49ers Belgique, mais cette fois, on fait la France. C'est Nicolas. Salut Nico, comment ça va? Salut à tous les deux, Flav et Sébastien. Merci de l'invitation. Et donc, on en profite pour saluer aussi les copains de 49ers Belgique et leur podcast, le Faceful Podcast, qu'on vous encourage évidemment à aller écouter. Ils seront là pendant toute la saison encore 2024 pour vous parler, eux, au quotidien des 49ers, parce que nous, on n'a pas le temps. Oh, c'est bien dommage. Moi, je vais te le dire, c'est bien dommage. Je vais lancer un 4e pod parallèle sur TF1 qui s'appellera le 49ers Pod et on parlera que des 49ers. Ça va, on en parle quand même assez souvent dans l'année. Ce sera le meilleur podcast de TF1. On en parle quand même assez souvent des 49ers. C'est pas rien. Alors, cette intersaison, les amis, parce qu'on s'est quitté sur une défaite assez rageante lors du Super Bowl contre les Chiefs de Kansas City. Désolé de rappeler des mauvais souvenirs, mais il y a eu cette défaite au Super Bowl. Et voilà que les 49ers se lancent dans une nouvelle intersaison. Une intersaison, Nicolas, que tu qualifierais comment? Satisfaisante, décevante? Je la trouve plutôt pas mal, plutôt intéressante, que ce soit dans les recrutements de joueurs libres ou dans la draft. Le seul point qui reste en suspens, c'est la prolongation éventuelle de Brandon Ayuk. Pour le reste, ça roule. Pour moi, c'est plutôt du bon niveau et ça va, pour moi, c'est vraiment dans le bon sens. On va faire un focus sur Brandon Ayuk un peu plus tard, évidemment, dans le podcast, parce que c'est le sujet, c'est peut-être l'un des seuls sujets d'actu de la NFL en ce moment, d'ailleurs, mais c'est l'un des sujets d'actu. Il y a Brandon Ayuk, on a des nouvelles à peu près tous les jours. Bon, il nous appelle pas personnellement, mais on a des nouvelles quand même. Le nouveau Justin Jefferson pour... C'est ça. Après, on a poussé pendant 5 semaines pour avoir le contrat de Justin Jefferson. Maintenant qu'on l'a, on doit trouver quelqu'un d'autre. Et puis après, on passera à CeeDee Lamb, peut-être. Tu vois, c'est une thématique receveur sur cette saison 2024. Oui, donc l'intersaison, Seb, toi aussi satisfait. Gros recrutement sur la défense, notamment en free agency. Je vais reprendre un des termes utilisés par Nicolas, qui est intéressante. En effet, pour moi, c'est une intersaison intéressante et effectivement, beaucoup de renforts en défense. L'ajout de Leonard Floyd pour tenter de combler le départ d'Eric Armstead qui, quand même, sur le papier, fait mal. Leonard Floyd, en 8 saisons de NFL, c'est 58 sacs, 370 plaquages et 7 fumbles recouverts. On a également Jordan Elliott qui arrive de Cleveland, au poste Pas de Billy, hein. tackle. Non, pas Billy Elliott. Il est un peu plus Il est moins épais. dansant. Il est moins dansant. Voilà, moins dansant, un peu plus dense. Par contre, si tu vois ce que je veux dire, le garçon. Un peu moins de 100 plaquages, 5 sacs en 4 ans. L'arrivée du linebacker Devondre Campbell également, qui est un ancien All-Pro, un vétéran
de 9 saisons, 779 plaquages en carrière. On essaie de combler certains vides, celui laissé par Eric Armstead, celui laissé par Eric Kendricks également. Et en effet, la plupart de ces renforts, la quasi-totalité même, se sont faits sur la défense. Défense qui était déjà pointée comme étant une des forces du club la saison dernière, mais qui a eu tendance à s'émousser au fur et à mesure de la saison. Hein. Je rappelle quand même ce passage à vide là, de 3 défaites consécutives en milieu de saison qui a été un petit peu inquiétant. Défense qui a peut-être pas su avoir l'impact qu'elle aurait dû avoir lors des playoffs. On parle d'un club qui s'est quand même fait très très peur lors de tous ces matchs des phases finales. Et puis finalement, ça a craqué sur le tout dernier. La question pour moi, lors de ces recrutements, c'est toujours la même. C'est est-ce que la sauce va prendre ? C'est toujours rigolo quand j'entends les 49ers parler de passage à vide. Tu vois, ça me fait toujours rire parce que pour nous, un passage à vide chez les Saints, c'est 8 matchs sans gagner. Tu vois. Oui, Vous, c'est 2 matchs, quoi. Tu vois. Oui, Donc, nous, c'est 3 matchs, vous, c'est 5 ans. Bon, c'est qu'une question d'échelle. Hein. c'est ça. C'est une question d'échelle. Et encore, on n'est pas les Panthers. On salue les chatons de la Caroline, bien évidemment. Nico, toi, le départ qui t'a le plus marqué dans cette intersaison, ce serait qui ? Le joueur que vous avez perdu ? Le nom qui ressort forcément, et Sébastien en a parlé à l'instant, c'est Arik Armstead. Donc voilà. Ouais, ça c'est vraiment le nom. J'en ai pas vraiment d'autres qui me viennent en tête, quoi, qui auraient pu me marquer. Je suis pas sûr qu'il y ait des noms marquants qui soient partis à l'intersaison, à part Arik Armstead. Évidemment, il y avait les N du côté opposé à Bosa, mais c'était pas non plus des terreurs. Vraiment, le joueur marquant qui part, c'est Arik Armstead. Seb, toi aussi que Eric Armstead qui va te manquer ? Absolument, absolument. C'est à mon sens, le départ de cette saison. C'est celui qui va être le plus difficile à remplacer. Et c'est pour cela que tous ces renforts défensifs, en particulier ces 2 renforts de ligne, c'est intéressant de les voir arriver. Parce que Eric Armstead, on a quand même un sacré volume de jeu qui part. Hein. On a quand même 5 sacs qui partent sur un total de 48. C'est pas négligeable. On verra si effectivement ce sera un trou difficile à combler ou si on arrivera à trouver une façon de travailler autour de cette perte. Mais ça, une fois de plus, c'est la vie de tout club de sport professionnel et c'est le travail des entraîneurs et des coordinateurs défensifs et des coachs de position de réussir à travailler avec. Ils repartent, une fois de plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils repartent pas non plus sans rien. Non, tu as parlé de Jordan Elliott. Il y a aussi Malik Collins qui vient à l'intérieur, qui a un profil vraiment intéressant, plus pass rush que Jordan Elliott, qui a un jeu qui bien sûr, il n'est pas au niveau de Arik Armstead. Arik Armstead avait quand même un très haut niveau de jeu, mais il a un profil relativement similaire au sien. Donc ça, c'est vraiment 2 points positifs. On peut rajouter les différents cornerbacks expérimentés qu'ils ont rajoutés et qui permet de monter le sol au niveau du poste de cornerback, notamment de cornerback 3. Quoi. Ça va vraiment être quelque chose d'assez important, notamment, je pense, Yadom, c'est un joueur à suivre, qui était au Saints d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. On a aussi cette draft des 49ers. Alors c'est toujours particulier parce que vous avez fait une bonne saison. Enfin, vous, les 49ers. Hein. Oui. Vous, personnellement, enfin, je sais pas si Nicolas joue au foot US, mais je sais pas. J'ai passé stats sur la saison 2020. Devant la télé, là. Donc, bon, voilà. Seb, bon, ça fait 25 ans qu'il a raccroché les crampons, donc bon, c'est le dernier qui joue encore dans l'équipe de TFA, c'est le receveur de La Rochelle, hein, le fameux receveur de La Rochelle, Charles Thodin, qui a été encore élu MVP cette saison dans son club, et on le félicite. La draft, quand on fait une bonne saison, forcément, on a un choix très reculé. Et c'est jamais évident, tu vois, d'arriver en 30e ou 31e position. Vous êtes allé chercher un receveur en 31e choix. Est-ce que c'est un choix, Nico, auquel tu t'attendais ? C'est un choix auquel je commençais à m'attendre. Évidemment, comme tout le monde, au début, je pensais ligne offensive. Et puis finalement, en regardant ce qui potentiellement pouvait rester à ce niveau-là,
il n'y a pas de titulaire, disponible à ce moment-là de la draft en ligne offensive. Donc ils sont allés jouer, on parle de titulaires immédiats, parce qu'on parle de 49ers, il n'y a pas de je pense qu'à ce niveau-là, ils vont chercher un joueur pouvant avoir un impact relativement immédiat, relativement rapide. Et donc voilà, O-line, c'est des joueurs qui demandent un petit peu de développement, même s'il y avait des joueurs intéressants par ailleurs. Et du coup, on commence à réfléchir, on regarde où en sont les receveurs dans l'équipe au point de vue contrat. Et on se dit que c'est pas idiot d'aller chercher un receveur, et puis bing, c'est un receveur qui sort. Et Ricky Pearsall, il a un profil super adapté aux 49ers. C'est vraiment une adaptation au schéma qui est pour moi top. Je sais pas si c'est le meilleur disponible en termes d'adaptation qui était disponible à ce moment-là, mais en tout cas, c'est un très bon choix dans cette dimension-là, et qui pour moi est primordial en ce qui concerne la réussite future d'un joueur. Je pense que au-delà des qualités propres du joueur, qui sont quand même assez frappantes chez Pearsall, du point de vue explosivité, capacité à se démarquer, qualité des mains, mais au-delà de ça, c'est vraiment l'adaptation au schéma qui est super importante, notamment dans où Shanahan est quand même assez spécifique dans ce qu'il demande aux receveurs en termes de notamment participation au jeu de course. Voilà. Ouais. Et on avait dans les mock drafts, j'ai repris les mock drafts d'avant la draft évidemment, parce qu'après ça sert plus à rien. Celle d'avant la draft qui disait que le nom qui revenait le plus souvent, c'était un receveur, mais c'était Ladd McConkey qui est parti chez les Chargers. Tu comprends, toi, Seb, qu'ils aient fait leur choix de Pearsall, qui était le receveur de Florida, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, plutôt que McConkey? Ça se comprend dans le sens. Alors, c'est vrai que McConkey, c'est un joueur extrêmement explosif, mais qui est peut-être un petit peu undersized. Et pour reprendre ce que disait Nicolas à l'instant, du côté des 49ers, sur les schémas de bloc des receveurs sur les courses, on attend certaines choses, et Pearsall est peut-être mieux équipé que McConkey pour ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on attend qu'il bloque. Et mine de rien, un receveur qui bloque bien en particulier, c'est malgré tout une denrée rare. Plus, il y a quand même aussi l'éléphant dans la pièce. On savait très bien qu'au niveau des deux receveurs principaux, ça commençait à devenir un petit peu tendu, en particulier pour l'un des deux en termes de contrat. Donc je pense qu'il y avait également la volonté d'assurer ses arrières au cas où les choses tournent mal. On y reviendra plus tard, comme tu l'as dit en début de podcast, Flav. Intéressant de voir également que lors de leur second choix, les 49ers prennent un cornerback avec Renardo Green de Florida State. Donc, encore une fois, la volonté d'élever le niveau du backfield défensif et des corners en particulier, qui a quand même un petit peu souffert la saison dernière. Et au 4e round, ils prennent encore un defensive back avec Malik Mustafa de Wake Forest. Il y a clairement une orientation dans ce qu'ont fait les Niners, des skill players et des défenseurs. Il y a aussi 2 offensive line avec Dominic Puni au 3e round et Jared Kingston de USC au 6e. C'est une draft cohérente au regard des besoins du club, à mon sens. Il n'y avait pas besoin, même très loin dans la draft, d'aller chercher un quarterback, par exemple. Il n'y avait pas forcément besoin d'aller chercher plusieurs linebackers. Il y a pas mal de joueurs qui vont demander du développement. Je pense notamment à Dominic Puni, mais c'est quelqu'un qui, je pense, au bout de 2 saisons, son choix pourrait être payant. Pour toi aussi, Nico, c'est la même idée, c'est-à-dire une draft pour toi dans la globalité satisfaisante? Moi, j'aime beaucoup cette draft. Vraiment, j'aime beaucoup. Parce qu'ils ont choisi. Donc, je pense que effectivement, les postes choisis sont intéressants. Que ce soit, on a parlé de Pearsall, mais je pense que Green, les 4 premiers choix sont top. Vous rajoutez Jacob Cowing, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va donner le deuxième receveur sélectionné. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va donner. Isaac Guerrero, le running back, un scheme fit vraiment idéal, encore une fois, un spécialiste de la zone extérieure. Donc vraiment, globalement, très, très intéressant. Dans l'immense majorité, sauf le linebacker pris à la fin, des joueurs avec des grosses qualités physiques, très explosifs. Puni, il n'a pas accordé de tacle
pendant au moins 2 saisons à Kansas, de tacle, de sac, pardon, pendant au moins 2 saisons à Kansas. Un joueur qui devrait glisser en garde chez les pros, même s'il a la possibilité, selon Chris Foerster, le coach de ligne, de jouer à l'extérieur, mais probablement son poste, ça sera garde. Il a la possibilité là, je pense, assez rapidement, avec toutes les réserves que ça comporte, parce que là encore, chez les 49ers, c'est difficile de devenir homme de ligne, de s'imposer en tant qu'homme de ligne en début de carrière, du fait vraiment de la spécificité de ce qu'il demande en termes de déplacement et de la précision qu'ils demandent à leurs hommes de ligne. Mais c'est quelqu'un qui va pousser assez rapidement pour le poste de garde droit probablement, voire suppléer à un départ éventuel de Banks l'an prochain, ce qui est assez possible. Et puis, je cherche le nom du safety. Attends, je vais te le retrouver. Malik Mustafa. Malik Mustafa. Ouais, J'adore. J'adore. C'est peut-être pas le roi de la couverture, on ne sait pas trop en fait. Par contre, c'est un excellent plaqueur, une boule de muscle, et vraiment, ça va être vraiment intéressant. Ce choix-là, par contre, comme moi, une boule de muscle, pardon. Exactement. Mais ça se voit, elle va crève l'écran. Et merci. Ici, quand même. Et ce choix-là, ça peut. J'aime bien Nicolas, j'aime bien, je l'ai, on va le réinviter. Ce choix de Malik Mustafa, ça peut quand même éveiller un petit peu les soupçons sur ce qui pourrait se passer pour. Oh là là là, ce soir, les noms, c'est terrible. Talanoa Hufanga. Voilà. Lui aussi, il arrive en fin de contrat rookie. Qu'est-ce que ça va donner? Prolonger, pas prolonger? Bon, à voir quoi. Bah tiens, parlons. La passe est parfaite. On dirait Brock Purdy pour Brandon Ayuk. Tiens, justement, parlons-en. Les contrats, les problèmes de gestion de contrat chez les 49ers, c'est l'une des actualités de cette intersaison 2024, avec notamment la question épineuse du receveur Brandon Ayuk, qui n'a toujours pas, à cette heure, signer le contrat. C'est toujours pareil quand on parle de contrat pas signé, c'est qu'on a toujours peur parce que comme on enregistre le mercredi soir pour diffusion le jeudi matin, si ça tombe dans la nuit, on passe pour des voilà, mais on passe pour ça quand même. Donc on l'assume et on est fiers. À l'heure où on va prendre toutes les précautions. À l'heure où nous enregistrons, Brandon Ayuk n'a toujours pas signé de contrat et visiblement c'est pas pour ce soir normalement dans les prévisions. Donc bon, on devrait être bien d'ici la diffusion. Ce problème de Brandon Ayuk, est-ce que, alors on rappelle un peu la situation quand même, il est dans sa dernière année de contrat, il veut une prolongation. D'après les dernières infos qui sont tombées hier de la part de Mike Garafolo, visiblement les discussions il les a qualifiées de positives, mais avancent relativement peu. Ceci étant dit, il devrait se présenter au camp d'entraînement et la grève serait somme toute limitée, du coup. Comment tu vois, toi, cette situation de Brandon Ayuk, Nico? Bon, les 49ers signent quasiment jamais leurs joueurs en début de nouvelle année NFL. Prolongent jamais leurs joueurs en début de nouvelle saison NFL. Du coup, ça se traîne toujours jusque dans le mois de juillet. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment uniquement eux qui bloquent, ou dans le cas de Ayuk, par exemple, est-ce qu'il s'est pas dit je vais attendre un petit peu, voir ce que donnent les autres contrats? On a parlé de Jefferson, il a bien fait d'attendre. Et on parle de CeeDee Lamb qui n'a encore pas signé. Donc voilà, il y a aussi un jeu de chat et de la souris entre les deux équipes. Il dit qu'il se trouvait un moment dans l'année où ils n'étaient pas très très éloignés les uns des autres en termes de montant moyen. Je suis pas sûr que ce soit vraiment là-dessus que ça coince le plus. Je pense que c'est plus sur les garanties. Enfin, je m'inquiéterais plus des garanties complètes que du montant moyen, mais je pense que voilà, ça rentre aussi en compte. Donc voilà, mais Brandon Ayuk, il est sous contrat encore 1 an de toute manière. Il a sa 5e année à jouer, puisque les 49ers ont conservé l'option de 5e année quand il était temps de la lever. Et puis potentiellement, il peut être tagué l'année suivante. Donc voilà, tout le levier est du côté des 49ers. Dans cette négociation, ils n'ont pas vraiment intérêt. Je pense qu'ils veulent le garder parce que c'est un joueur qui produit vraiment chez eux, qui est
adapté au schéma, qu'ils ont mis du temps à développer et qui a atteint un niveau de jeu chez eux qui est vraiment très élevé, que ce soit en termes de purement de jeu de receveur, c'est-à-dire c'est un excellent coureur de route. Mais c'est aussi un excellent bloqueur qui se donne du mal sur les blocs. Il ne se contente pas d'aller bloquer un gars et on le retrouve 50 yards plus loin en train d'aller bloquer sans problème pour son coureur ou pour Deebo si nécessaire. Enfin, il se donne sur les blocs, quoi. Donc voilà, ce qu'on peut lui reprocher, c'est un petit manque d'impact global sur les matchs, peut-être. Voilà, mais n'empêche que ça reste un excellent receveur de la NFL, un top receveur de la NFL. Et voilà, donc voilà, le jeu du chat et la souris sur les moyennes, et puis peut-être sur la structure du contrat en termes de garantie complète, quoi. Sur les garanties qui sont données. Mais c'est vrai que c'est une situation un peu bizarre parce que d'habitude, quand on a un joueur en grève, on a vraiment l'impression, nous qui avons traité par exemple le cas Chris Jones l'an dernier, etc., on a vraiment l'impression que le joueur limite fait la tête, quoi. Alors que là, quand Brandon Ayuk parle, tu vois, on a l'impression qu'il se dit ouais, moi je veux rester aux 49ers, on discute bien, non, je veux venir au camp d'entraînement, les 49ers disent oui, on discute bien, enfin ça a l'air de bien se passer. Qu'est-ce qui bloque du coup, Seb ? C'est tout simplement qu'on est dans une situation classique. C'est vrai que, comme tu le disais, depuis notre fauteuil, on a l'impression dans ces situations-là que le joueur fait la tête. Alors qu'en fait, c'est juste une négo classique dans ce contexte précis. Après, oui, il dit qu'il veut rester, mais en même temps, il déclare après que si je suis pas aux 49ers, je serais bien à Washington, ou je serais bien aux Steelers. Alors, bon, Washington, mais c'est intéressant qu'il dise ça, parce que Washington, il y a quand même Jayden Daniels. C'est ça, il y a la connexion avec Jayden Daniels. Voilà, et puis avec qui il a fait une sorte d'interview croisée pour TMZ Sports, voilà, où il a dit they don't want me back, mais sans préciser est-ce que ça veut dire qu'ils veulent plus de moi là maintenant, ou est-ce que ça veut dire qu'ils veulent plus de moi dans 2 ans, ou est-ce que ça veut dire qu'ils veulent plus de moi pour 5 ans. Bref, voilà, il est resté. Et alors, mon cœur de fan dut-il en souffrir s'il devait partir à Pittsburgh, là, moi je serais curieux de voir ce que ça donnerait. Parce que honnêtement, Pittsburgh qui a déjà fait un hold-up sur la free agency, si en plus il récupère Ayuk avec Pickens sur l'autre aile et Russell Wilson pour lancer la balle, ou Justin Fields aussi, voilà, moi, et puis un petit Patrick Quinn en défense. En termes uniquement de fandom de football, je serais curieux de voir ce que ça donne. Après, un petit peu plus sérieusement, effectivement, comme Nicolas le soulignait, les Niners n'ont pas pour habitude de re-signer leurs joueurs ou de signer leurs joueurs en début d'année NFL. Et puis, souvenez-vous, en 2022, Deebo Samuel, ça a été tout un cirque également, qui a été moins apaisé quand même. Moi, dans mes souvenirs, c'était plus agité que la situation avec Ayuk, voilà, beaucoup plus. Alors, il est intéressant de savoir qu'apparemment, Samuel, lui, est en contact avec Brandon Ayuk et qui lui a proposé de le conseiller dans cette situation. Ce qui pourrait expliquer aussi que... Est-ce que c'est de bons conseils ? En tout cas, pour lui, ça a fonctionné. Donc est-ce que c'est pour ça que depuis 24-48 heures, il y a quelques déclarations où il souffle un peu le chaud et le froid. Voilà le message sur la Lamborghini aussi qu'il a publié sur ses réseaux. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer une Lamborghini, n'en achetez pas. D'ailleurs, la preuve, moi, j'en ai pas acheté. Donc... c'est-à-dire si c'est un bon conseil. Voilà. Non, je pense qu'on est dans un schéma de négociation classique et qui est pas forcément effectivement très dur comme tu le disais, mais ça fait aussi partie du business et même ça fait partie du spectacle, j'ai envie de dire. Et il y avait aussi une histoire de négociation avec Nick Bosa aussi, non qui avait été prolongée en cours de saison. Oui, la saison dernière. La saison dernière. Où il avait signé vraiment à 5 minutes, on va dire à 5 minutes du coup d'envoi ou pas loin, quelque chose comme ça, je crois, quelques jours avant le kick-off. Je ne sais même pas si c'était pas dans la saison, non, il n'y avait pas eu le Non, premier match. c'était vraiment avant le premier match. Juste avant le premier match. Ouais, voilà. Donc est-ce qu'on pourrait partir avec Brandon Ayuk sur le même genre de
de situation, c'est-à-dire de le signer vraiment à 2 jours du premier match, quoi. Déjà, a priori, il n'a pas l'intention de faire de sit-out pendant les camps. Bon, après, il peut. Et il n'a pas demandé de trade, hein. Il n'a pas demandé de trade. Après, rien l'empêche, au bout de 2 jours de camp, de dire hop, je rentre chez moi, messieurs, et puis je reviens quand on aura discuté, certes, mais c'est quand même encourageant par rapport à d'autres joueurs qu'on évoquera plus tard, dont on sait apparemment que eux, Ils vont pas venir. Ils vont voilà. regarder Netflix pendant que les copains sont en train de se tuer sous le soleil, quoi. Tiens, en parlant de Netflix, on rappelle à tout le monde que la série Receveur sort le 10 juillet, je crois, sur Netflix France. Donc voilà, si vous avez envie de regarder un peu de NFL avant le. Alors, c'est la saison 2 de Quarterback, hein, en fait. Ouais. Le quarterback, maintenant, Faut- c'est Receveur. Bon. Il faut regarder, il y a George Kittle. Et j'ai vraiment hâte de la saison 3 hein, qui sera sur les kickers. Et ça me permet de saluer. Non, c'est pas vrai. Hein. Sur les punters. Saison 3 sera sur les Non, punters. c'était juste l'occasion de saluer Thibaut de Vim du Flash de la Courneuve, le kicker du Flash. Voilà, un petit coucou à notre ami Thibaut du Flash. On a donc fait le cas Brandon Ayuk. Pour vous, il va rester aux 49ers. Ouais. Ouais. Oui, il n'y a pas de raison. À ce moment-là de la saison, il y a pas de trade. Enfin, c'est pas très. À moins qu'on soit vraiment dans une situation hyper conflictuelle, il n'y a pas vraiment d'intérêt de le trader. Ça aurait été avant la draft. Bon, c'est différent. J'aurais pas été pour, mais c'est différent. Mais maintenant, pour avoir un tour de draft en 2025, franchement. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé pendant la draft? Comme toujours, ils ont écouté. Mais je pense qu'ils avaient un prix de base, un prix de réserve, comme on dit, c'est ça, qui était trop élevé, quoi, pour les équipes adverses, quoi. Bien, nous allons maintenant passer à un sujet que tu sais, mon cher Seb, très consensuel chez TF1, ou plutôt très consensuel chez nos auditeurs, puisque dès qu'on évoque son nom, les scores des articles et des podcasts montent en flèche, et nous nous apprêtons à la 27e minute de ce podcast à prononcer son nom. Le nom, c'est forcément celui qu'on appelle entre nous Brocounet, Brock Purdy, qui va forcément déchaîner une nouvelle fois toutes les passions, puisque nous allons nous prendre une horde de commentaires en disant « Vous avez dit du bien de Brock Purdy, comment avez-vous osé faire une telle chose ?» Je posais la question à Nicolas en premier, parce que moi, je connais ton avis déjà, Seb. Brock Purdy, c'est l'homme de la situation pour toi, Nicolas, pour faire gagner les 49ers? Jusqu'à présent, on dirait bien quand même. Hein. Alors, dis pas trop de bien, parce que sinon, on va prendre encore plus de commentaires. Donc, ouais, mais je comprends. Au bout d'un an et demi de jeu excellent, on a osé le placer dans le top 10 des quarterbacks. Et ouais, oui, mais ça a fait un scandale. Ouais, bon. Au bout d'un an et demi de jeu vraiment excellent, alors il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On a dit oui, mais il ne revient pas de derrière. Pouf, il est premier match de playoff, il revient de derrière. Ah oui, mais c'était pas assez. Deuxième match de playoff, il remonte, je ne sais plus, 15 points pas beaucoup en un quart d'heure. Quoi. Bon, voilà. Ouais. Mais en attendant, il est là, il produit et c'est un excellent quarterback jusqu'à preuve du contraire. Quoi. Seb, même question, c'est l'homme de la situation. Alors, tu connais mon objectivité légendaire hein, quand il s'agit des 49ers et des Brock Purdy. On va essayer de se poser, de respirer. D'abord, tout le monde va se décrisper hein, quand on parle. Alors, attends, j'ai oublié le message de prévention. À ce moment-là du podcast, garez votre voiture si vous êtes en voiture. Arrêtez de vous crisper sur le volant. Tout va bien se passer. On ne parle que 5 minutes de Brock Purdy, c'est promis. La confiance règne, plaisir, hein, la vache. Quand j'attaque le sujet, on dirait que je vais passer un annoncement de service public. C'est aussi touchy que Daniel Jones, hein, le sujet. Ouais, enfin pour d'autres raisons. Mais le niveau n'est pas le même. Ah ouais, non, ça c'est clair. Voilà. Le contrat non plus. Alors, ça va pas tarder, ça va changer. Je vais répondre à la question pour je ne sais pas, voilà, entre ça et les Bengals ont-ils lancé leur saison. Je pense que ça va être mes deux gimmicks jusqu'à la fin de ma carrière de podcaster football. Alors, est-ce que Brock Purdy est un quarterback d'élite? Si on se fie aux capacités physiques pures, non. Je suis d'accord. Au hasard, Lamar Jackson est beaucoup plus doué sur ce point que lui. Mais je suis désolé, il fait le boulot, Lamar Jackson. On attend encore sa finale de conférence. On ne l'a pas encore vraiment vu. Pour redevenir un petit peu plus sérieux, faut quand même rappeler que Purdy, c'est quasiment 70% de complétion, plus de 4 milliards de lancers, 31 touchdowns, 11 interceptions. Il y a néanmoins
un point sur lequel il doit progresser, c'est un petit peu paradoxal parce que c'était l'un de ses points forts lors de sa saison rookie, c'est les passes intermédiaires dans les 10-19 yards, voilà, entre 10 et 20 yards. C'est dans cet intervalle qu'il a lancé 6 de ses 11 interceptions et Pro Football Focus a relevé 10 turnover-worthy plays, c'est-à-dire 10 jeux dans lesquels un turnover aurait pu se produire. Alors, pourquoi est-ce qu'il a ce point faible qui semble s'être développé? Moi, je pense que la réponse, elle est très simple. C'est qu'entre sa saison rookie et sa deuxième saison, il a quand même eu un petit problème de blessure qu'il a pas mal occupé et qu'il a dû travailler sur sa rééducation, ce qui a pu empiéter vraiment sur son travail purement footballistique. Cette intersaison plus exactement, il arrive frais, il n'y a pas de bobo, il n'a pas à passer sur le billard pour quoi que ce soit, et on peut s'attendre à ce que le volume de travail vraiment purement football soit plus important que l'intersaison derrière. Donc c'est un point qui ne m'inquiète pas, c'est un point même pas un point de progression, il s'agit de récupérer ses anciens acquis. On parle d'un joueur qui est toujours jeune. Moi, c'est un point qui ne m'inquiète pas. Là où il faudra être un petit peu plus regardant, c'est sur sa prise de risque. On a dit également pendant un temps qu'il était incapable de lancer profondément. Bon, il a prouvé la saison dernière qu'il en était plus que capable. On a entreaperçu ses capacités de playmaker, mais peut-être qu'il prend certains risques, disons qu'il voit parfois des fenêtres de tir qui sont moins évidentes qu'elles ne le sont réellement. Donc en fait, c'est toujours comment tu mets en balance le risk-reward, c'est-à-dire le risque que tu prends et la récompense que tu peux en tirer. C'est peut-être quelque chose qui est à monitorer chez lui, mais je modère un petit peu ça en disant que chez un QB dit élite, c'est quelque chose c'est une tendance, alors je grossis le trait, mais c'est une tendance qu'on passe beaucoup plus à un Josh Allen, par exemple, qui est quelqu'un qui prend énormément de risques sur ses lancers longs. Alors, il se trouve que c'est payant, des fois ça l'est moins, mais dans la majorité des cas c'est payant. Mais dans le cas d'un Josh Allen, on va dire c'est un gunslinger, voilà, c'est un playmaker, etc. Parce qu'il est considéré comme élite. Chez Purdy, c'est considéré comme un défaut, mineur à mon avis. Mais voilà, il y a toujours ce deux poids, deux mesures. Moi, je pense qu'il est l'homme de la situation actuellement pour les Niners avec le jeu qui est pratiqué. Parfois, un quarterback qui fait le job, c'est amplement suffisant. Non, tous les pros ne seront pas des Hall of Famer. Non, tous les pros ne seront pas des dieux du football. De toute façon, les dieux du football, ça vieillit. Coucou Aaron Rodgers. Il faut... oui, mais enfin, il a mieux terminé il a quand même mieux terminé que. Il n'a pas fini dans une grotte. Aaron, il n'a pas encore fini, quoique on se pose la question. Donc, voilà, il y a quand même des choses qui sont à mettre en perspective. Purdy, c'est pas un tâcheron, c'est certainement pas actuellement un QB d'élite, c'est quelqu'un qui fait le job et qui en plus ne fait pas de vagues. Ne reprenez pas tout de suite votre voiture, j'ai encore une question pour Nicolas. Cette fameuse axe de progression de Brock Purdy, si toi tu devais lui en trouver un, ce serait quoi? Bon, il y a plusieurs choses très justes qui ont été dites là. Pour une fois. À mon sens. Tu vois, il y a des gens qui le pensent. Des gens qui le pensent, je suis pas le seul à le dire. Le premier axe de progression, je pense qu'il va venir tout seul, c'est qu'il va connaître enfin sa première intersaison en tant que quarterback titulaire chez les 49ers. Il était quarterback titulaire désigné l'an dernier, mais il n'était pas en état de pratiquer pendant l'intersaison. Donc, en fait, il n'a pas connu cette intersaison-là. Il n'a pas du tout bénéficié des reps pendant le camp d'entraînement, ni pendant le printemps. Ça, pas du tout. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il vient de faire une saison et demie sans avoir eu la préparation d'un quarterback titulaire. Donc ça, c'est un axe de progression qui devrait être quasiment naturel pour lui, quoi. Simplement, le fait de bénéficier de encore plus d'expérience. La deuxième chose, c'est que cette année, il a un an de plus. Il a un an de plus par rapport à son opération du coude, et je pense que ça lui a joué des tours l'an dernier. Je pense qu'en fait, il a perdu un peu de puissance dans le bras en cours de saison, quoi. Moi, en regardant les films, j'ai vu à partir du match contre les Bengals, j'ai vu des différences, quoi, dans ses choix de lancer. Il ne prenait pas des plus mauvaises décisions, mais il y a des lancers qu'il prenait en début de saison qu'il avait arrêté de prendre à peu près à ce moment-là.
Voilà, et je pense que ça, je me suis demandé pourquoi pendant longtemps, et en fait, je pense que c'est lié à un bras qui était probablement qui manquait un petit peu de vivacité sur la deuxième partie de saison. Enfin, moi, ça m'a fait penser à ça en tout cas. Il n'y a pas eu d'alerte de douloureuse ou quoi de ce côté-là du tout. La fatigue, quoi, surtout. Ouais, plus de la fatigue. Ouais. Il manquait de force. Enfin, au fur et à mesure, ça s'est un petit peu émoussé. Et il y avait des lancers qui prenaient avant, qui prenaient un petit peu moins, voire plus après. L'explication qu'on peut voir, enfin la seule à mon sens, c'est celle-là, quoi. C'est juste un petit peu moins de confiance dans son bras. Donc, hop, il est descendu un petit peu de ce côté-là. Pour ce qui est du reste, quand je dis qu'il fait je t'entends dire Seb qui fait le job. Oui, il fait le job. Il fait très très bien le job, quoi. Et c'est pour ça que vous l'avez mis dans le top 10. Ouais, ça, il n'est pas dans le bas du top 10, quoi. Alors, je connais plus sa position exacte. Mais il était dans le top 10. Ça, c'est absolument sûr. Il fait vraiment très très bien son job, quoi. Et il exécute l'attaque de Shanahan à un très très haut niveau, quoi. Donc, le drame apparemment, c'est qu'on a mis Brock Purdy devant Jalen Hurts. C'était ça le mais ça point de cristallisation du débat. On va reparler du match contre Philadelphie de la saison dernière. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux en parler. Juste un petit truc que je pourrais rajouter, le fait qu'il prenne. Alors, déjà, il a une mentalité super agressive, ce gars-là. On parlait des fenêtres de tir qui, des fois, étaient un petit peu fermées. Mais voilà, sa mentalité, il a une mentalité agressive. Donc, ça, et c'est plutôt un bon point, quoi. Et il a un jeu qui est basé sur l'anticipation. Comme il n'a pas un bras qui est un bras canon, il a un bras largement suffisamment puissant, mais il n'a pas un bras canon. Voilà, il joue, et son jeu est vraiment beaucoup axé sur l'anticipation. Du coup, ça l'amène à lancer des fois dans des fenêtres qui sont un petit peu étroites, parce qu'en fait, il lance avant que le receveur il soit largement, quoi. Donc voilà. Très bien. Et l'argument comme quoi Purdy réussit parce qu'il est très bien entouré, Seb, tu nous dis ce que t'en penses? Je l'ai déjà. Oui, c'est pour ça que je l'ai déjà dit plus d'une fois. Hein. Je pense qu'on peut sortir ça, on peut sortir ce même argument pour tous les joueurs. Moi, je connais très très peu de QB en NFL, de très bons QB qui étaient évolués sans être entourés. Voilà. Toi, Tagovailoa à Miami, il a Tyreek Hill. Est-ce que ça marchera aussi bien sans Tyreek Hill? Je suis pas sûr. Et je pense qu'on peut trouver. On va voir ce que ça va donner à Buffalo maintenant que Stephen Diggs est parti, par exemple. Et à partir de ce moment-là, on pourra. Le fait qu'il soit très bien entouré, ça ne veut pas dire que tu mets n'importe qui derrière la ligne et ça va marcher. Le football ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Et puis bon, on pourrait dire que les receveurs et tout ça réussissent bien aussi parce qu'ils ont Brock Purdy derrière eux. Hein. On peut renverser l'argument. Brock Purdy qui est souvent comparé à Drew Brees d'ailleurs. C'est marrant. Tiens, regarde, argument que l'on entend depuis l'arrivée, par exemple, de Malik Nabers aux Giants. Tu entends des personnes qui disent « Ah oui, il est formidable, Malik Nabers, mais qui va lui lancer le ballon ?» Alors que moi, j'ai envie de penser, Malik Nabers est là, peut-être que Daniel Jones va pouvoir s'exprimer. On peut voir, on peut voir ça laisse 30 secondes de silence après cette phrase, histoire qu'on réfléchisse tous à ce que non, mais non, tout de suite. Voilà, et je dis un truc positif sur les Giants, tout de suite, tu trouves le. Non, très, très sérieusement, c'est un argument qu'on peut prendre par les deux bouts de la lorgnette. C'est, pour moi, c'est nul et non avenu. Voilà, comme ça au moins les choses sont parfaitement claires. Quelque chose qui n'est pas ni nul ni non avenu, c'est Christian McCaffrey, le running back des 49ers de San Francisco, qui on a eu cette semaine une déclaration, d'ailleurs il y a un article à retrouver sur The Free Agent, c'était il y a 3-4 jours, où il y a eu une déclaration de Kyle Shanahan qui disait on va essayer de moins l'utiliser l'année prochaine parce que même s'il n'aime pas être sorti, notre bon ami Christian McCaffrey, faut quand même aussi l'économiser parce qu'on sait très bien qu'une blessure pourrait mettre en grand danger l'attaque de San Francisco. Nico, à ton avis, est-ce qu'il faut économiser Christian McCaffrey? C'est un débat qu'on a beaucoup eu en 2023 parce qu'on connaît aussi son passif de blessure à McCaffrey. Ça s'est bien passé en 2023. Est-ce qu'à ton avis, les 49ers ont tout intérêt à l'économiser un petit peu sur la saison prochaine? C'est un joueur donc c'est un running back, c'est un joueur qui vieillit. Il n'est pas vieux, mais il vieillit, il doit être à
28. 28. 28. Je vérifie. Bon, l'âge fatidique chez les running backs, on situe ça autour de 30 ans, on situe ça autour de 3000 touchés. Il faudrait vérifier combien il en est. Je pense que ces blessures, pour le coup, ont fait baisser son total de touchés. Mais il doit être vraiment... il porte énormément la balle. Et bon, il adore ça, il veut jamais sortir. Donc voilà, il faut le tirer hors du terrain pour qu'il accepte de sortir. Mais oui, je pense que c'est un joueur qu'on peut soulager. On peut le soulager de toute manière de différentes façons. On peut lui donner la balle en tant que running back. On peut le coller dans le slot, par exemple, en tant que slot receveur, où il peut faire tout à fait le job à très très haut niveau. Bon, il y a différentes manières de l'exploiter, et y compris en le mettant sur la touche si nécessaire, peut-être un peu plus. Parce que là, on l'a vu porter quand même la balle très tard dans les matchs, y compris dans les matchs gagnés, ou en tout cas bien en main. Bon, alors, est-ce que c'était... bon, il y a lui qui insiste pour rester sur le terrain. Est-ce que, par hasard, il n'y a pas un petit manque de confiance du staff dans les running backs qui étaient derrière lui? On pense à Jordan Mason. Et parce que Elijah Mitchell, il n'est jamais là, donc voilà. Voilà. Bon, là, il y a Isaac Guerrero qui a été drafté, qui est quand même très prometteur, qui a un profil hyper intéressant que les 49ers n'ont pas depuis Raheem Mostert, celui du gars vraiment, vraiment rapide. Et donc voilà, peut-être un peu plus de rotation dans les running backs. Une autre façon de l'épargner qui est peut-être en préparation, c'est une évolution du plan de jeu des 49ers vers un peu moins de courses, un peu plus de passes. Et ça, ce qui me fait penser à ça, c'est la sélection de Ricky Pearsall, notamment en premier tour. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue. Je sais pas si ça va être le cas, mais vraiment c'est quelque chose qui m'intrigue. C'est que je vois cette sélection, je me dis tiens, mais est-ce qu'on serait pas en train de s'orienter vers un peu moins de courses, un peu plus de passes, avec maintenant Purdy qui a 1 an et demi sous la ceinture de jeu, qui va pouvoir profiter de sa première intersaison en tant que QB titulaire, donc se développer un cran de plus, qui a maintenant vraiment pris une stature chez les 49ers. Et ouais, je suis curieux de voir cette évolution-là, si par hasard on n'aurait pas ça dans les tuyaux. Petit point information, donc pour être totalement juste, Christian McCaffrey a effectivement 28 ans, qui vient de fêter, hein, c'était au mois de juin, et il a 1402 portées de ballon dans sa carrière, pour être tout à fait précis, 1297 en saison régulière et 105 en play-off. Donc voilà, comme ça au moins, là, on est parfaitement. Donc tu vois, il est qu'à la moitié de sa carrière. Alors. Comment on dit, il reste du caoutchouc, quoi, c'est ça. Il y a encore du moteur, tu sais, il n'est pas arrivé aux 300 000 encore. Il y a de quoi faire. Ah ben, après, il est toujours en excellente condition, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. Ça, c'est clair. Seb, toi, CMC, est-ce qu'il faut l'économiser un petit peu plus? Parce que, franchement, si CMC n'est plus dans l'attaque des 49ers, ça sent quand même un peu plus le roussi. On a beaucoup parlé, comme tu le rappelais, Flav, de la McCaffrey dépendance des 49ers, qui, à mon sens, n'est pas un mythe, hein, loin de là, mais je pense que tous les clubs sont dépendants de leur meilleur skill player. La saison dernière, CMC, il a touché la balle 339 fois entre les portées au sol et les réceptions. Ça fait, alors j'ai calculé, ça fait 19,99 portées, on va dire 20 touchés de balle par match, et 20 touchés de balle par match, ça fait beaucoup de coups encaissés. Donc on peut comprendre cette volonté de Kyle Shanahan d'épargner McCaffrey. Est-ce que ça veut dire une charge de travail allégée, ou est-ce que ça veut dire, comme Nicolas le faisait entendre, une autre façon de l'utiliser, une évolution de la façon de jouer des 49ers? C'est vrai qu'on pourrait se diriger par là, mais imaginons que si on a notre set complet, que Ayuk est toujours là, Deebo Samuel, Ricky Pearsall, Kittle peut s'écarter également, Karl Juszczyk, le fullback, est toujours là. On peut imaginer des formations comme ça, ace, voire des formations naked, sans running back, qui seraient utilisées plus souvent.
plus régulièrement. Effectivement, alors, faut aussi savoir que McCaffrey, je rappelle que lorsque McCaffrey était transféré à San Francisco, les experts avaient noté cet échange C-, hein, puisqu'on se faisait avoir en prenant un running back qui était quasiment bon pour la casse, hein, n'est-ce pas, pour les observateurs. Et McCaffrey, quand il est arrivé à San Francisco, il a dit à Kyle Shanahan, moi je suis pas un running back gadget, je suis un running back à l'ancienne, faut mettre le ballon 20 fois sur le bid et m'envoyer entre les tackles parce que ça, je sais le faire. Et effectivement, il l'a prouvé. Il sait le faire puisqu'il a énormément couru off-tackle durant cette saison. Mais physiquement, ça a un prix. Jusqu'ici, il est épargné, mais effectivement, trouver une façon qu'il encaisse moins de coups, pour le dire ainsi, ce serait une façon intelligente de continuer à l'utiliser. Dernière question concernant Christian McCaffrey, parce que j'ai eu ton sentiment, on en avait parlé pendant un podcast, Seb, donc je vais prendre celui de Nico, sur le nouveau contrat qu'il a signé, ça te semble un contrat totalement justifié? C'est un contrat qui lui apporte. Il avait plus de garantie sur son salaire. Il avait plus du tout de garantie sur son salaire. Il y avait rien. Il y avait rien de garantie. Il était, je sais plus à combien, je sais plus. Enfin, peu importe. Mais je crois aux alentours de 12 millions. Mais en tout cas, c'était pas garanti. Ce que ce nouveau contrat lui apporte, c'est des garanties. Pour les 49ers, l'avantage, c'est que ça fait baisser le coût contre le cap cette année et l'an prochain aussi, je crois. Donc du coup, ça libère du cash qui va pouvoir être roulé sur l'année prochaine. Et ça sera toujours ça de gagner sur la situation contre le cap pour 2025. Bon, ils ont rajouté des void years. Je suis pas un grand fan de ces trucs-là. Ça finit toujours par vous péter à la figure. Mais ce deal-là pour l'instant, c'est voilà, je pense que tout le monde est gagnant, quoi. Lui, il a des garanties qui étaient méritées, qui étaient quand même difficiles de lui refuser, et l'équipe récupère de la place sous le cap dans l'immédiat et pour l'année prochaine. Donc pour moi, j'ai pas de problème avec ce truc-là. C'est parfait, c'est un contrat parfait, du coup. Quasiment. Tout le monde est content, quoi, et voilà. Tout le monde. Évidemment, il y a toujours le bémol, ah oui, mais il ne faut pas payer le running back. Bon, alors on parle d'un running back exceptionnel. Pendant l'intersaison, il y en a plein qui ont été payés. On a combien pris pendant l'intersaison en 2024. C'est vrai qu'on a eu une vague aussi de ce côté-là. Bon, il y en aura une vague de receveurs parce que encore une fois, il y a Brandon Ayuk. On va parler de CeeDee Lamb juste après rapidement, mais c'est vrai que bon, il y a aussi cette vague-là. Juste avant qu'on finisse la partie 49ers, évidemment, la question de ce podcast, c'est est-ce la bonne année 2024 pour les 49ers? Il faut rappeler que sur les 5 dernières saisons, vous me corrigez si je dis une bêtise, il y a 4 qualifications en play-off, 2 finales de conférence perdues, 2 Super Bowl perdus, c'est bien ça, hein? Je dis pas de Vas-y, continue, remue le couteau. Non, mais c'est vrai, on en parlait en antenne juste avant, c'est une équipe qu'on voit gagner souvent, très souvent, qu'on voit dans les dernières années très souvent en play-off aussi, et pourtant qui n'a plus remporté de titre depuis 1994, donc depuis maintenant 30 ans. Est-ce que 2024, Nico, c'est la bonne année pour les 49ers qui sont deuxième au classement des favoris des bookmakers pour cette saison? C'est toujours difficile de retourner 2 fois au Super Bowl. Surtout après une déception comme ils l'ont connue. Alors il y a beaucoup de nouveaux joueurs, ça apporte un peu en défense notamment, ça apporte un petit peu de fraîcheur. Est-ce que c'est la bonne année? Ça reste une des top équipes de la NFC, c'est sûr. Ce qui avait été décisif l'an dernier, c'est qu'il y avait eu peu de blessures pour une fois. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu aussi peu de blessures chez les 49ers. Ça a beaucoup joué dans leur capacité à aller loin et à être performants loin dans la saison, loin dans les playoffs. Voilà. Est-ce que ça va? Ça c'est le facteur X qui reste à déterminer et dont on peut pas connaître l'issue avant les matchs par définition. Et donc voilà, ça va être vraiment le gros point. Est-ce que l'équipe arrive à rester en santé? Ça, c'est la première des choses. À partir de là, si l'équipe arrive à rester en santé, pourquoi pas, quoi. Ils ont vraiment l'arsenal pour y aller, ils ont les coachs, ils ont les joueurs, voilà. Donc a priori, est-ce que ça sera l'année? Je sais pas, on verra.
Comme dirait quelqu'un que je connais bien qui est dans ce podcast, seule la vérité du terrain compte. Exactement. Mais mon cher Seb, alors je vais poser la question différemment. Est-ce que pour toi, il y a un rival en NFC cette saison? Faut se méfier Parce de que tout s'il le n'y en monde. a pas, ça veut dire que le Super Bowl, déjà, c'est bon, quoi. Il faut se méfier de tout le monde. Il y a déjà des rivaux, à Oui, mon enfin, avis, certains plus que d'autres, hein, quand même. oui, certes, il y a déjà des rivaux dans Dans la division. dans la division, rien que pour ça. Je pense que, d'un point de vue purement, objectif, il serait, étrange de ne pas les voir parmi les super favoris de la saison. Mais comme tu l'as précisé, comme à chaque fois, dans les dernières années. Et d'ailleurs, tu vois, tu rappelais, le fait que le dernier titre remonte à 1994, que, les 3 dernières finales ont été perdues, et comme je le disais, avant que nous commencions en antenne, à ce titre-là, les 49ers ne sont-ils pas l'équipe la plus décevante de la NFL, plus encore que certains? Moi, je pense, non, mais très sérieusement, même en tant que fan, je pense que la question, mérite d'être posée. Après, je préfère être déçu parce que mon club perd une finale, qu'être déçu parce qu'on s'imagine que c'est notre année et qu'on n'atteint même pas les wildcards, ou qu'on est sorti au premier tour des playoffs. D'autres clubs de la NFC se reconnaîtront dans ce portrait. Après, est-ce que c'est la saison? Alors là, on va parler calendrier, messieurs. Et comment J'ai vous mon dire? petit calendrier sur mon frigo. Alors, j'ai mon petit calendrier sous les yeux, Alors, et laissez-moi autant vous prendre ça dire rapidement. qu'à partir de la semaine 6, ça commence déjà à être piqué des sacrément hannetons. musclé. Ça va pas être, Parce que ça va pas être piqué des hannetons, comme dirait ma grand-mère, parce que on commence quand même relativement tranquille avec les Jets, les Vikings, même si je me méfie, les Rams, donc je me méfie également énormément, les Patriots, les Cardinals. Mais ensuite, alors là, messieurs, c'est la Lali. Faut aller à Seattle, faut recevoir Kansas City, faut recevoir Dallas, faut aller à Tampa, mais une fois de plus, Tampa, on ne sait jamais ce qu'on a. Il faut recevoir Seattle, faut aller à Green Bay, faut aller à Buffalo, faut recevoir Chicago. Et puis dont là, on oublie là, qu'ils sont- attends, tu vas à Green Bay, tu vas à Buffalo, on doit être pas loin de décembre, là, non? Ah ben, on est en Novembre. novembre. Ouais, On est novembre, ouais, fin voilà. novembre et début décembre, donc mais c'est bien, ça fera un stage d'acclimatation, tu vois. Faut recevoir Chicago. Bon, non, j'allais dire ils auront chaud, non, parce que San Francisco en décembre, c'est pas non plus l'autoroute du fun. Et Chicago, on nous dit qu'ils sont sur la montée. Faut recevoir les Rams, une fois de plus, équipe dont je me méfie excessivement au sein de la poule. Faut aller à Miami, faut recevoir Détroit, et après, peut-être en semaine 17, on pourra souffler. Avant de souffler contre Arizona, il va quand même falloir passer ces 4 mois absolument. C'est 10 semaines difficiles. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a parfois des doublettes ou triplettes de l'enfer avec 2, 3, avec 4 matchs compliqués qui s'enchaînent. Là, il y a quand même 10 semaines auxquelles il va falloir survivre. Le calendrier est difficile, mais c'est le prix à payer quand on finit deuxième de la saison. Je vais avoir l'œil là-dessus, vraiment avec un regard à la fois enthousiaste, mais aussi un chouïa anxieux, je ne le cache pas, parce que là, c'est même pas qu'il y a non seulement il y a des matchs pièges contre des petits, je mets vraiment de gros guillemets à petits, parce qu'il n'y a pas de petits clubs en NFL, mais contre des équipes qui sont sur le papier inférieurs, mais à côté de ça, il y a quasiment que des cadors ou des premiers de la classe, ou peu s'en faut, à affronter. Donc ça va être quelque chose, hein, cette saison. Là, vraiment, si on va au bout, on ne l'aura pas volé, hein, celui-là, j'aime autant vous le dire. J'aime à croire que en fait, les Saints ont fait exprès l'an dernier de ne pas finir premier de la NFC Sud pour pas croiser avec les 49ers cette année. Je crois que c'est ça, en fait. La stratégie de Denis Allen était une vision à long terme. À long terme, voilà. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on a le calendrier le plus facile. Tu vois, et oui, et c'était bien vu, avec les Falcons, soit dit en passant, mais bon, faut-il parler des Faucons? Je n'en suis pas sûr. Donc, pour toi, quand même, elle tombe quand la bye week? La bye Au week, milieu, je crois. ouais, elle tombe Oui, pas loin j'espère, du parce que milieu. c'est tombe 3 novembre. 5. 3 novembre, donc ça Ouais, nous donc c'est ça fait c'est 7, quoi, 8. semaine 9. Ouais, semaine 9. Ok, bon, voilà, bon courage, hein, les Ouais, amis. enfin, surtout à eux, hein. Ça va être sportif, ouais.
Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. C'est bon courage. Non, un petit pronostic, Seb, pour finir pas le bilan, mais l'endroit où vous vous arrêtez. Super Bowl, victoire au On- Super Bowl, finale de conf, On va au troisième de moins, poule. on va jusqu'au Super Bowl et ensuite Dieu reconnaîtra les siens. Voilà. Ensuite, peut-être San Francisco évitera le triplé des Chiefs si les Voilà. Chiefs y sont. Mais cette année, nous rappelons que nous allons faire une vidéo toutes les semaines pour dire que les Chiefs seront au Super Bowl, histoire que nous n'ayons pas de problème avec nos amis de Kansas City pour cette saison 2024. C'est l'une des bonnes résolutions de TF1. Comme ça, on est sympa. Nicolas, toi, tu pronostiques allez, Ouais, moulons. on gagne cette année. Allez, voilà. Ouais, Bah pas oui. persuadé du tout, mais bon, ouais, si on est là pour quand même. Mais Voilà. faut un peu Ah, d'optimisme. ça c'est mon fan sûr. Voilà. Mais oui, mais prends ça dans la tête, Emilien, notre ami des Chargers, qui nous dit on sera 4e de division, on va être moins bon que rien. Tu vois. Là, tu Ah, vois, bon, oui, ouais, j'ai des fans qui sont, tu vois, qui y croient, tu vois. Je veux dire, si on n'y croit pas, on va inviter les fans des Panthers, tiens, voir ce que ça peut donner, voir s'ils y croient au Super Bowl en 2024. Je sais jamais. Nicolas, tiens, en parlant de fans des 49ers, de fans des Panthers et de fans des Chargers et de tout ce qui se passe sur X, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton compte, du coup, sur Twitter? Alors, mon compte sur Twitter, ça s'appelle Transatlantic 49ers. Le petit arrobas, c'est ça. De toute façon, il sera identifié sur la tête du podcast, donc vous aurez juste à aller follow et suivre. Voilà, ce sera aussi bien. Merci. C'est un compte dans lequel bon, j'essaie de suivre l'actualité des 49ers au jour le jour, en essayant de prendre un petit peu de distance par rapport à simplement un regard de fan pur. Voilà, je suis pas dans la critique absolue et je suis pas dans l'encensement de ce qui se fait systématiquement. Voilà, j'essaie de réfléchir un petit peu à ce que peuvent vouloir dire les nouvelles des uns et des autres. Je passe pas un temps fou sur le cas Brandon Ayuk, par exemple, le moins qu'on puisse dire. J'en parlerai quand ça sera signé, parce qu'on attend. Voilà, c'est ça. Voilà, Tu encore mieux, tu reliras notre article annonçant la signature. Bon, voilà, parfait. On ferait ça. Et voilà. Mais sinon, voilà, les nouvelles de ce qui peut se passer au quotidien. Donc, j'essaie d'être à peu près vivant. J'ai créé mon podcast il n'y a pas très longtemps qui s'appelle le Transatlantic Podcast, qui est disponible sur Spotify, sur Amazon. Et je crois sur comment ça s'appelle, Podcast Addict. Il faut que je vérifie pour Podcast Addict s'ils l'ont bien référencé, mais voilà. Pour l'instant, la programmation est irrégulière, mais bon, on est dans l'intersaison et je ne sais pas ce que ça va donner dans la saison. Mais bon, en attendant, voilà, il y a déjà quelques petits épisodes qui ont été enregistrés et diffusés et d'autres qui sont à venir et voilà. Très bien. Eh ben, n'hésitez pas donc à suivre 49ers France, Transatlantic 49ers et le podcast, évidemment. Allez écouter. Je n'ai pas parlé de cette stat. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer aujourd'hui. La stat sur Kyle Shanahan, qui est le 5e entraîneur à avoir perdu 3 fois un Super Bowl, soit comme coordinateur, soit comme entraîneur principal. Et pour l'instant, les 4 premiers n'ont jamais gagné le Super Bowl de leur vie. C'est gentil de nous remonter le moral. Hein. C'est pas de ma faute. Tu vois ça avec le boss, c'est lui qui a fait cet article ce midi. C'est quand même pas de ma faute. Pourquoi ça m'étonne pas? Pourquoi ça m'étonne pas de sa part? Voilà, c'est tout. C'est une stat. Après, tu sais, plus la série est longue, plus elle est proche de sa fin. Voilà. Exactement. C'est comme ça. Juste avant de refermer le podcast, un petit mot sur CeeDee Lamb, Seb. Donc là, c'est un cas un peu comme Brandon Ayuk. Mais cette fois, ça va aller visiblement beaucoup plus au clash, puisque Brandon Ayuk, CeeDee Lamb a annoncé qu'il ne se présenterait pas, lui, au camp d'entraînement, ce qui devrait lui coûter $500,000 par jour, je crois, quelque chose comme ça. Ou 50 000, je ne sais plus. Il y a un zéro en trop ou en moins, je ne sais plus. Je crois que tu as un zéro de trop. Ouais, 50 000, ça doit être 50 000. Enfin bon, bref, ça me paraît beaucoup, 1 million pour 2 jours quand même. ça fait cher. Et quand on aime. Il aura plus de quoi s'acheter une Lamborghini, lui non plus. Et donc, voilà, donc c'est visiblement parti pour aller au clash. Il a dit très clairement, tant que j'ai pas un nouveau contrat, je ne reviens pas.
En effet, c'est le chemin que ça prend. C'est le Dallas Morning News, pardon, qui a révélé qu'a priori, il ne serait pas présent au camp d'entraînement. Donc, il avait déjà séché le minicamp et il a déjà écopé de $100,000 d'amende. Une fois de plus, la situation est simple. C'est la dernière année. Ça va être la dernière année de son contrat de 5 ans. CeeDee Lamb, meilleur receveur de la saison passée, veut un contrat à long terme. Il veut être payé. Il prétend un contrat dans les $30 millions l'année, à l'instar de Justin Jefferson ou d'Amon-Ra St. Brown. Et Albert Breer de Sports Illustrated a donné son sentiment là-dessus il n'y a pas très longtemps, le 26 juin, dans une réponse à un mailbag. Il a dit que d'après lui, la situation pourrait rapidement devenir nasty. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le souci, il est aussi à un autre niveau pour les Cowboys, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre bientôt qui va renégocier son contrat, avec qui il va falloir parler, c'est Dak Prescott. Le club aura-t-il les moyens de retenir les 2 joueurs? Il va falloir la jouer fine là-dessus, mais c'est aussi compliqué pour eux de se priver d'un joueur du calibre de CeeDee Lamb. Là, la situation, à mon avis, peut être beaucoup plus inextricable que dans le cas de Brandon Ayuk, et on pourrait très bien se diriger dans une situation où un joueur décidera de rester assis devant Netflix chez lui pendant toute la saison, si vraiment les négociations deviennent très dures. Ça va être une situation à regarder de près, la situation de CeeDee Lamb. Dak Prescott, après l'autre question, ça va être de savoir si les 49ers ont vraiment envie de le prolonger ou pas, parce que jusque-là, d'après les infos qu'on a, ils sont très prudents sur la prolongation de Prescott encore. Voilà, mais là aussi, je crois qu'il y a encore un an de contrat. Oui. Enfin, c'est pas une question. Ils lui ont dit tu gagnes le Super Bowl ou on te prolonge pas. Non, je rigole, c'est pas vrai. Bref, je vais pas faire de commentaires parce qu'on va avoir des problèmes. Non, mais la situation de Prescott, c'est quelque chose. Elle n'est pas encore brûlante, sa situation, mais c'est un point qui va être vite d'actualité et qu'il faut anticiper. Et là, ils vont peut-être se retrouver dans une situation compliquée. Après, peut-être moyen de faire de la magie comptable, mais le fait que tout le monde soit heureux au sortir de cette situation, ça va peut-être pas être évident. Nicolas, un avis sur CeeDee Lamb ou pas du tout? Tu t'en fiches. Tu t'en fiches, t'as le droit de t'en ficher. Le problème, c'est relativement récurrent chez les Cowboys, ce genre de truc, des négociations un petit peu bizarres avec leurs joueurs. Enfin, c'est une façon de traiter leurs joueurs qui n'est pas toujours évidente à comprendre de l'extérieur. Je pense que, je suis pas persuadé que Jerry Jones soit vraiment le meilleur general manager disponible. Voilà, mais ça s'arrête là, mon avis. J'ai pas plus d'avis que ça. Il a dit qu'il allait partir sur une saison all-in. Ouais. Écoute, de l'avis de Jerry Jones est le meilleur general manager disponible. Ça, tu peux en être certain. Certainement. Voilà. Nous ne partageons donc pas cet avis. Juste avant de refermer le podcast, encore une fois, un salut amical à nos amis des Black Panthers de Thonon-les-Bains qui ont remporté le championnat de France de D1 Elite ce samedi. C'était à Perpignan, une victoire 37-33 sur d'autres amis du Flash de la Courneuve. On salue les 2 équipes qui ont offert une finale absolument splendide. Donc, pour une fois, tu vois, on a eu un très beau match en France. C'était très bien filmé. C'était parfait. Merci beaucoup aux 2 équipes et encore bravo aux Black Panthers de Thonon-les-Bains. Pour les prochains rendez-vous sur TFA, on n'oublie pas ce week-end évidemment le match des Paris Musketeers, ce sera contre les Cologne Centurions à 13h à Jean-Bouin, c'est dimanche. Si vous n'avez pas vos billets, vous n'hésitez pas à les prendre, et il y aura bien évidemment la preview et le résumé sur TFA avant le podcast lundi prochain spécial ELF. Alors non, c'est mardi, on l'enregistre le lundi mais c'est mardi qui sort du coup le podcast spécial ELF. Moi je prends 2 semaines de vacances, donc je vous salue tous. Pour le podcast ELF, ce sera Julien et Wade qui vont prendre l'animation. Pour le podcast NFL, ce sera Yaya à partir de la semaine prochaine. Je vous dis donc à tous à très vite, dans 3 semaines maintenant. Portez-vous bien et vive la NFL, vive le LF et vive le foot US. Merci encore Nico d'avoir été avec nous et merci à Seb de ta présence comme chaque semaine. Salut tout le monde. Ciao, bye. Merci, au revoir.